Et nous passons directement à la rubrique actualité. Alors, actualité, qu'est-ce que nous avons? La loi immigration, on parle que de ça, j'ai envie de dire, depuis 2 semaines. L'hystérie de la gauche. La loi qui finalement est assez bidon pour nous protéger, ce n'est pas une loi efficace contre l'immigration. Et le RN qui s'est mis à voter cette loi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de cela? Peut-être tout d'abord Maxime, et ensuite je laisserai la parole à Scipion. Oui, du coup, la loi immigration avait été initialement n'avait pas été votée par l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Donc, c'est plusieurs députés de différents groupes parlementaires qui se réunissent pour essayer de trouver un commun accord, donc de modifier la loi, voilà, de mettre quelques amendements à cette loi pour trouver un accord. Et figurez-vous que Marine Le Pen, voilà, a décidé que le groupe RN à l'Assemblée nationale allait voter cette loi après avoir obtenu des petites miettes, alors que cette loi interdira notamment de placer des mineurs en rétention administrative et permettra une régularisation massive des travailleurs clandestins. Donc en fait, cette loi va peut-être permettre de faire partir 5000 étrangers, mais en fera venir 50 000. Donc c'est totalement ridicule que le RN ait dit que c'était une grande victoire idéologique pour la droite. C'est totalement ridicule. Voilà, comme je l'avais dit dans un communiqué que j'ai écrit avant-hier, nous, au Parti de France, on n'aurait absolument pas voté cette loi. On aurait obligé le gouvernement à rédiger une loi remigration et non pas une loi immigration. Voilà, c'est totalement inconcevable que le RN ait pu voter cette loi, alors que le pays était vraiment plongé dans une crise politique comme on n'avait pas connu depuis assez longtemps, hein, parce que vraiment, on a senti que la majorité présidentielle était vraiment très, très agacée, embêtée par le fait que les députés n'avaient pas voté cette loi. C'était totalement à notre avantage, cette situation. Et le RN est venu foutre la merde. Le RN et les LR. Mais bon, les LR, on a vraiment beaucoup plus l'habitude depuis très très longtemps. Donc ça ne nous étonne même plus. Voilà, cette loi immigration, et c'est vraiment des miettes. Et en plus, comme vous l'avez sûrement su, des présidents de région, des présidents de département ont déjà d'ores et déjà annoncé qu'ils ne respecteraient pas la loi. Donc on a voilà toute la gauche qui est prêt à se mettre en sécession avec l'État français. Tout ça parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter une décision du peuple, hein. Enfin, voilà, les députés, ils sont élus. Les députés, après, ils se mettent d'accord entre eux en commission mixte paritaire, mais ils sont élus. Donc, c'est ces gens de gauche qui donnent toujours des leçons de morale, notamment à toujours parler de démocratie, toujours la démocratie. Et en fait, au final, quand ça ne les arrange pas, quand ça ne va pas dans leur sens, eh bien, ils sont prêts à ne pas respecter ces lois. Donc, on voit très bien toute l'hypocrisie morale de la gauche qui nous emmerde avec leurs leçons de morale et en fait, au moindre truc qui ne leur va pas, on voit leur totalitarisme, tout le totalitarisme qui ressort en eux. Voilà, je rappelle que les totalitarismes ont toujours été de gauche, hein, toujours ou presque toujours de gauche. Et là, on voit très bien dans ce genre de moment que leurs pulsions, leurs instincts remontent à la surface. Et Scipion, est-ce que vous diriez que les électeurs du RN ont été trahis par cette décision de voter pour la loi immigration? Oui, je pense que c'est totalement un cirque, un spectacle assez lamentable. Cette fameuse loi, concrètement, elle va permettre de régulariser 500 000 clandestins, parce que c'est vraiment ça, donc des centaines de milliers de clandestins qui vont faire leur demande, et ça ne réglera d'ailleurs pas le problème des travailleurs clandestins, puisque le patronat exige d'en faire venir d'autres, hein, il n'y a qu'à les lire. Donc c'est une loi de régularisation massive des clandestins, avec quelques considérations bavardes peu claires, comme quoi la France ne serait pas un pays d'immigration sans frein et absolu.
c'est de vagues considérations qui seront censurées par le Conseil constitutionnel, hein, de toute façon. C'est ce qui sera jamais appliqué. Tandis que les 500 000 régularisations, c'est vraiment de ce niveau-là. On pense qu'il y a 1 million de clandestins en France, plus d'1 million, dont la moitié doit travailler au noir, et donc ce serait 500 000 régularisations. Et c'est très inquiétant pour l'avenir de ce que pourrait être Marine Le Pen en 2027, hein. Supposons qu'elle soit élue. Qu'est-ce qu'elle ferait? Bah, elle ferait, j'en ai peur, hein, j'en ai peur, comme Giorgia Meloni, hein, il y a 1 an en Italie, c'était la vraie droite nationale en Italie, on allait voir ce qu'on allait voir. Elle allait envoyer la marine italienne repousser les bateaux de migrants vers la rive sud, hein, c'était vraiment ça sa campagne électorale. Et on n'a rien vu du tout. Il y a des centaines de milliers, littéralement, c'est énorme, hein, de clandestins débarqués sur 1 an en Italie. Et elle est en train de régulariser 500 000 clandestins, là aussi. Donc on se dit que Marine Le Pen, 2027, hein, on a vu Mélanie, même si sa correspondante officielle à Marine Le Pen, c'est Salvini, mais enfin bon, on peut faire beaucoup de rapprochements entre Mélanie, c'est quand même le pays d'à côté, et Marine Le Pen, et le vote de cette loi, donc de façon assez hypocrite, hein, une fausse fermeté qui ne repose sur rien de concret, et un laxisme total dans les articles applicables, ça n'augure rien de bon de ce que pourrait être Marine Le Pen présidente et Bardella Premier ministre. C'est pas par maximalisme facile, critiquer pour critiquer. Il n'y a qu'à voir ce que dit Reconquête, hein, même, hein, que ce soit Marion Maréchal ou que ce soit même Éric Zemmour, hein, qui se sont donné la peine d'expliquer dans leur communiqué sur 2 pages pourquoi cette loi est une imposture et va dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire. Et le plus du PDF par rapport même à Reconquête, c'est qu'on dit franchement, il faut faire une remigration, soit un retour des 15 millions de personnes d'origine exotique présentes en France, donc organiser un mouvement de retour, retour progressif, retour basé sur de nouvelles lois, lois positives, lois précises, hein, qui prendraient plusieurs années, en commençant par les criminels, les terroristes, puis les délinquants en général, les chômeurs, etc., mais qui aurait un grand mouvement général de remigration. Et c'est bien de le rappeler, en épurant le Conseil constitutionnel ou en le supprimant, et aussi en quittant les grandes instances judiciaires internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui annule systématiquement toute législation anti-migrants un peu ferme. C'est la mésaventure qui est arrivée à Rishi Sunak, hein. Il a promis d'envoyer les demandeurs d'asile déboutés au Royaume-Uni au Rwanda. Pourquoi pas, mais la Cour européenne des droits de l'homme l'a interdit et du coup, il n'a rien fait. Donc il faut sortir de ces instances judiciaires internationales. Donc il faut, pour sauver la France, une vraie droite nationale non reniée. C'est triste à dire, mais c'est impressionnant de voir tous les articles du programme du FN de 2002, hein. Je remonte pas au temps héroïque en 1972, je remonte à Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, voir ce que Jean-Marie Le Pen proposait en 2002, voir ce que Marine Le Pen propose en 2022, et elle propose toujours moins. Donc on aurait l'impression vraiment que c'est le flotteur droit de cet immense UMPS, hein, le Front de Rassemblement National, est flotteur droit par défaut, hein, tellement les autres délirent sur la gauche et sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan donc migratoire, sur le plan sociétal, hein, où le RN ne veut revenir sur rien du tout, de tout ce qui concerne le prétendu mariage homosexuel ou de ce qui concerne l'avortement. La majorité des députés RN votent même pour la constitutionnalisation de l'avortement. Donc on par réflexe, je dirais réflexe de Français mal informés, beaucoup pensent que voter pour le RN, ça servirait vraiment à quelque chose. Et là, encore une fois, sans chercher à cultiver le maximalisme en soi, l'opposition pour l'opposition, malheureusement, je pense que c'est une tromperie. Je vois mal une vraie réaction nationale sauvant la France avec le Rassemblement national.
Oui, et je rajouterais que Marine Le Pen s'était félicitée, d'avoir mis en place la préférence nationale dans cette loi, suite à la commission mixte paritaire. En fait, il faut bien savoir que cette soi-disant préférence nationale, en fait, elle n'est pas valable pour les travailleurs, immigrés, qui travailleraient, plus de 3 mois. Donc, ils auraient le droit à des aides aux aides sociales. Alors je me rappelle plus c'était quelles aides sociales. Il y avait la PL et il y avait d'autres aides. Donc, s'ils trouvent un patron, cosmopolite, prêt à les payer pendant 3 mois, bah, en fait, ces gens pourraient, toucher les aides sociales. Donc on appelle pas ça une préférence nationale, hein. Ces gens sont des clandestins, ils travailleraient 3 mois et ils auraient quand même, les aides. Je rajouterais que le président du MEDEF, alors je me rappelle plus de son nom, hein, c'est plus Pierre Gattaz, hein, c'est depuis bien longtemps. Je me rappelle plus de son nom, désolé. Gattaz. C'est Gattaz, effectivement, mais non. Oui, ça fait longtemps. Il a dit qu'il fallait 3 millions d'immigrés d'ici 2050, 3 millions en plus. Il a dit que voilà, il y avait des métiers en tension et qu'il y avait un manque de main-d'œuvre et qu'il fallait 3 millions d'immigrés d'ici 2050. Alors je rappellerai juste que c'est ce genre de personnes, ce genre de sinistres personnes sont pour l'avortement. Je rappelle ou je vous apprendrai qu'il y a eu environ 10 millions d'avortements depuis 1975. Donc si on n'avait pas mis en place ces lois, voilà, complètement dégueulasses, eh bien, nous aurions de la main-d'œuvre, en France. Nous aurions plein de petits Français, prêts à faire plein de travaux, travailler à la place des immigrés qu'on fait venir, par millions parce que, bah, nos chers petits têtes blondes, nos chers petits blancs, autochtones ne veulent plus faire d'enfants. Donc, je rappelle juste ça, c'est que voilà, si vous voulez, conserver le système, social, français, si vous voulez la retraite à 60 ans, j'entends il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui ont milité, pour, voilà, une retraite à 60 ans. Si vous voulez ça, faites des enfants. Parce que si vous faites pas d'enfants, il y aura plus d'actifs et qui paye, les retraites, qui paye les aides sociales? Ce sont les actifs. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de faire des enfants, de faire la promotion d'une politique, nataliste avant de partir dans des délires socialistes, à la retraite à 50 ans, les trucs, le salaire universel, la semaine à 4 jours, enfin ce genre de délire, complètement utopiste. Voilà. La première chose à faire, c'est de faire des enfants. Souvent, les gens qui ont les pires délires, socialistes sont des gens qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent pas d'enfants. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut leur faire fermer leur clapet et leur dire de faire leur boulot. Le message est passé. Alors effectivement, hein, sur le président du MEDEF, il me semble qu'à la base, c'était Yvon Gattaz, puis Pierre Gattaz et maintenant c'est Patrick Martin. Donc c'est plus du Gattaz. J'aimerais revenir sur, comment je pourrais dire? Sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, qu'aujourd'hui il y a eu une fusillade à Prague. Alors globalement, on a qu'est-ce qui s'est passé? Une quinzaine de morts à peu près et 24 blessés. Je dis à peu près parce que les estimations ne sont pas encore terminées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben du coup, l'assaillant, on a retrouvé son journal et il expliquait globalement qu'il avait toujours voulu envie de tuer, toujours envie, d'imiter les tueurs et bref, globalement, il a tué et s'est suicidé pour le plaisir, alors un plaisir très malsain. Mais qu'est-ce qu'on peut voir quand vous allez sur les différents réseaux sociaux, par exemple sur les vidéos YouTube du Le Parisien ou de Le Monde ou d'autres journaux? On peut voir qu'il y a quand même une bonne proportion des commentaires qui disent: ah regardez, il n'a pas du tout fait ça parce que c'était un pervers, il a fait ça parce que, c'était un chrétien d'extrême droite. J'ai vu ça, hein, vraiment, j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient que c'était un chrétien et qu'il était d'extrême droite et que donc c'était un terroriste, blanc. Qu'en pensait Scipion? Scipion, est-ce que, systématiquement, dès qu'il y a un tueur blanc, c'est forcément un raciste chrétien d'extrême droite? Non, pas du tout. Il y a un point extrêmement important à rappeler, c'est qu'il était étudiant en arts plastiques, hein. Donc à mon avis, si on veut chercher une explication autre que la folie furieuse, hein, un fou, furieux blanc, ça existe aussi, hein, hélas, hein, c'est rare, mais ça existe aussi. Je pense que c'est une forme de comble de l'art contemporain. Il a voulu exister avec un geste artistique extrême qui est le meurtre, et le meurtre public.
magnifique, hein, en plein air, dans ce décor magnifique qu'est la ville de Prague. Donc je vois ça comme un détraqué de l'art contemporain. Quand on retrouve ces propos, c'est vraiment quelqu'un de dérangé, hein, tout simplement, un criminel qui a acheté des armes et qui a tiré dans la foule, hein. Donc c'est un vrai dérangé. Et justement, au fond, quand tous ces intellectuels de gauche hurlent, vous voyez, c'est un blanc, c'est un chrétien, donc c'est un blanc, oui. Enfin, un chrétien, je pense pas, surtout qu'il a tué son père, il a tué des innocents, des inconnus, il s'est tué lui-même. Donc, je crois qu'il est mort, hein, suicidé, donc à vérifier, mais en tout cas, il a essayé. Et un chrétien ne tue pas des innocents et un chrétien ne se suicide jamais. C'est totalement interdit. Saint Augustin le définit. Le suicide, c'est le meurtre de soi-même, hein. C'est d'ailleurs la base théologique à l'interdiction de l'euthanasie, hein. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas abréger les souffrances des malades ou autres? Non, un être humain n'est pas un chien, il a sa dignité et on ne se suicide pas ou on ne tue pas autrui sous prétexte de soulager ses souffrances. Donc je pense que c'est un vrai dérangé et pour une fois, oui, hein, il était blanc, donc il faut faire la comparaison. Je crois que c'est Thomas Joly, le président du Parti de la France, qui a invité à faire un peu de travail statistique, hein, entre le nombre de tueurs exotiques avec des motivations religieuses qui ne sont pas du tout chrétiennes, hein, même si on les classe très vite en exaltés délirants. Mais enfin bon, il faut écouter ce qu'ils racontent. Et un cas véritablement pathologique. Et bien entendu, on ne peut que déplorer cet acte abominable et prier pour le repos de l'âme des victimes. Oui, je rajouterais que, en fait, tous les commentaires que tu as dû voir, ça devait être de musulmans. Parce que les musulmans, ils associent les blancs aux chrétiens. Franchement, ils vont pas beaucoup plus loin que ça. En même temps, ils ont en moyenne 80 de QI, donc ils peuvent pas faire des raisonnements très compliqués. Voilà, pour eux, un blanc, c'est un chrétien. Donc, à mon avis, ça m'étonne pas qu'ils aient dit ça. Même quand je suis sûr et certain que même si on enquête là les prochaines semaines sur son cas, on trouvera absolument rien en rapport avec le christianisme. Comme l'a très bien rappelé Scipion, c'est totalement interdit, hein, un des commandements, c'est «Tu ne tueras point». Tu ne tueras point des gens innocents, hein, parce qu'on peut très bien tuer en légitime défense ou en tant que guerre, en tant que chrétien, hein, évidemment. On a très bien su le faire, pour repousser les envahisseurs barbares, pendant des siècles, hein. Voilà, je pense que moi, ce que j'ai vu des commentaires aussi, j'ai vu un certain Monsieur K qui est assez connu dans la mouvance là, dans le milieu, qui a commencé à partir dans des délires, conspirationnistes totalement débiles. Alors c'est simple, il nous a expliqué, 2 minutes après l'information, qui nous est parvenue que, bah, c'était les sionistes. Et ben, figurez-vous que c'est la faute des Juifs. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, ce monsieur a pu bien imaginer que c'était, la faute de l'OTAN et des sionistes. Mais voilà, il y a toujours ces débiles profonds de conspirationnistes, qui vont te dire, qu'en fait, ouais, non, en fait, c'est pas lui, il est pas responsable, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a c'est la DGSI qui l'a entraîné dans ça, c'est le Mossad, enfin voilà. Il y a toujours ces gens qui vont essayer de déresponsabiliser les auteurs d'actes terroristes, ou des attaques comme celle-ci. Je C'est des choses que je ne comprends absolument pas. C'est vraiment complètement délirant, les mecs, ils ne prennent même pas le temps d'avoir un minimum d'informations pour, commencer à étayer des thèses. Non, ils te sortent des trucs, ça y est, c'est des sionistes. Voilà, j'ai complètement halluciné quand j'ai vu ça, ça faisait 2 minutes qu'on était au courant, le mec, il te sort un pavé, c'est les sionistes et c'est l'OTAN. Voilà, c'est quelque chose à souligner. Oui, sinon pour revenir à l'auteur, je pense que c'est un peu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont très mal dans leur peau. Depuis très petits, souvent, ils ont subi du harcèlement, sûrement harcèlement scolaire. Ils ont tellement de haine en eux qu'un jour, ils pètent complètement les plombs. Donc là, c'est pas étonnant que ça soit dans une université, hein. Je pense que
ce monsieur a dû subir un harcèlement et du coup, il voulait tuer des élèves, hein, clairement. Des professeurs, j'imagine qu'il y a des professeurs qui ont aussi été tués. Je crois que c'était pendant un cours de philo. Donc peut-être que ce monsieur a été traumatisé par la philo aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, donc là, la gauche est J'ai extrêmement lu le livre. content. Il a lu quel livre, tu dis? Michel Onfray. Ah oui, ça a peut-être été traduit, en toutes les langues. Voilà, alors je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la gauche est extrêmement contente, extrêmement heureuse de voir enfin un blanc. Voilà, ils sont très heureux. Je crois que Thomas Joly a tweeté, là-dessus tout à l'heure en disant que voilà, c'était 1 sur 100 et du coup là, ils sont en extase, ils sont en train de se pignoler là. Ils sont très heureux ce soir. Ils se disent: «Enfin, nous l'avons». Voilà, bah, après, comme dans les tueries, dans certaines universités aux États-Unis, hein, c'est des profils, de personnes qui, voilà, qui ont été maltraitées et puis qu'ils en veulent à la terre entière et qu'ils ne se voient plus, vivre sur cette terre et ils ont tellement de haine en eux, ils détestent tellement les gens que, voilà, ils préfèrent tuer avant de partir. Voilà, c'est triste, mais c'est ni la première fois ni la dernière fois. Concernant le présumé suicide, du tireur, du tueur, il serait tombé d'un bâtiment et en serait mort, mais selon les témoins, il serait pas que tombé d'un bâtiment, il se serait tiré une balle d'abord. Donc c'est effectivement un suicide. Dernière actualité, alors c'est dommage que nous n'avons pas Pierre-Nicolas Nupes avec nous ce soir, parce que c'est sur Gérard Depardieu. Vous avez dû voir qu'il y a eu une forme de harcèlement envers Gérard Depardieu. On a eu quand même Clara Morgan qui est une actrice, pornographique, notoire, qui a fait la leçon à Gérard Depardieu. Donc il y a des actrices porno, qui nous donnent des leçons et voilà, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce que, le comportement de Gérard Depardieu, évidemment qui lui est resté dans son époque plus ou moins, hein, qui lui a été en Russie, qui lui a été préservé, de la démasculinisation de la France, et qu'est-ce que vous pensez de cet harcèlement envers Gérard Depardieu qui, je précise d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, il n'est pas du tout de notre bord? Je sais pas si Scipion, tu veux commencer? Oui, oui, je peux me lancer, sur Gérard Depardieu. Bah, c'était l'acteur de référence, quand j'étais enfant, dans les années 1980, hein. Il a eu son pic de gloire, des années 70 aux années 1990 et c'était un autre monde, hein. Gérard Depardieu, c'était la première génération, juste après 68, où on était très fiers de mener une très joyeuse vie avec des femmes souvent peu farouches. Il faut être totalement honnête là-dessus. Donc oui, Depardieu n'était pas un modèle de chasteté et de retenue, mais sans connaître le détail de toutes les affaires, il semblerait que, autant que je sache, ce n'étaient que des femmes parfaitement consentantes il y a quelques décennies, hein. Donc c'est vraiment une autre époque. C'est pas que j'idéalise cette chose, hein. Moi, je suis pour la vie familiale, saine, équilibrée. Mais enfin, il y a pas avait pas encore cette inquisition féministe qui met en accusation, les gens par réseaux sociaux et qui essaye de les tuer socialement. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Il risque même d'y avoir prescription, hein, pour des histoires, anciennes. Donc, Depardieu est vraiment lynché publiquement et cette méthode est détestable, hein. C'est un tribunal médiatique. Il y a des chefs d'entreprise qui se sont suicidés aux États-Unis, hein. Une stagiaire licenciée, ou du moins qui n'a pas été pérennisée dans l'entreprise, a envie de se venger de son patron. Elle raconte sur les réseaux sociaux des abominations totalement infondées et la vie du patron en question est fichue, hein. C'est absolument terrible. Et c'est vraiment une société de l'hystérie, une société de la délation, hein, qui renvoie d'ailleurs aux pires heures de la Révolution française, hein. C'était ça sous la terreur, hein, des exaltés dénonçaient tout le monde et on risquait vraiment sa vie devant le tribunal révolutionnaire. Donc là, on ne risque pas sa vie directement, mais on risque la ruine sociale ou la ruine financière si on est chef d'entreprise,
ou la ruine quand on est acteur, hein. C'est fini, l'espoir d'avoir des films, des rôles, c'est terminé une fois qu'on est lynché socialement par les féministes. Donc c'est pas anodin. Et puis Depardieu a une attitude assez pittoresque et amusante. Donc il n'est pas du tout de nos amis politiques. Il a été proche de Poutine il y a 10 ans, puis il l'a renié peu glorieusement dans l'épisode ukrainien. Bon, il aurait pu au moins se taire, hein. On ne demande pas à un acteur d'être un politologue ou un moraliste, surtout lui, mais enfin, il aurait pu au moins se taire. Mais toujours est-il qu'il a crânement assumé le passé tout en disant ce qui, à mon avis, est parfaitement vrai, il n'a jamais été un dangereux violent. Oui, alors Depardieu, c'est un sacré personnage, hein, parce que, il se vante, limite il se vante de s'être converti, à toutes les religions possibles et inimaginables. Je crois qu'il est passé, du bouddhisme à l'islam, à l'orthodoxie, au judaïsme, peut-être même au catholicisme, je ne sais pas trop. Enfin voilà, c'est quelqu'un quand même qui n'a pas l'air très stable psychologiquement, hein. Alors c'est que c'est une, voilà, c'est une véritable star du cinéma français, hein. C'est quand même une gueule, hein, Depardieu, il a un charisme exceptionnel, hein. Quand on voit, ses anciens films, il suffisait qu'il rentre sur une scène et puis voilà, il crevait l'écran, hein. Et même encore maintenant, avec 100 kilos de plus, il a toujours ce charisme qui, voilà, qui lui colle à la peau. Voilà, moi ce que j'aime chez Depardieu, c'est son, voilà, sa sa gouaille, on va dire, qui quand ces émissions où il mange et il boit des litres, il mange des kilos, enfin voilà, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît plus à la télé, ce genre de choses. Voilà, maintenant tout est aseptisé. Rappelez-vous, même dans les années 80, il y avait encore des émissions où, les gens, ils pouvaient fumer, ils pouvaient boire un petit verre tout en discutant, de politique. Voilà, maintenant, c'est totalement aseptisé, ouais, c'est totalement impensable de retrouver ce genre d'ambiance et voilà, Depardieu, lui, n'a pas changé, pour le bien, pour le meilleur, comme le pire ou pour le pire, hein, parce qu'effectivement, il a eu des comportements inappropriés qui sont, effectivement condamnables, mais c'était des femmes qui étaient consentantes, comme le dit, Scipion. Alors peut-être que certaines n'étaient pas consentantes, mais dans ce cas-là, il faut porter plainte. Je suis désolé, mais si on il y a un comportement qui nous dérange et qu'on a des preuves, voilà, il faut porter plainte et même si on n'a pas forcément de preuves d'ailleurs, hein. C'est toujours marrant ces femmes, qui se réveillent, 20-30 ans, après, voilà, c'est totalement ridicule. Je sais pas, mais si quelque chose vous choque, particulièrement, vous empêche limite de dormir, bah, je sais pas, la moindre des choses, c'est d'aller porter plainte, hein et ça n'a pas forcément été fait, ils le font, beaucoup trop tard. Voilà, après, dans le monde du cinéma, on sait que c'est quand même un monde de dégénérés, hein. C'est toutes ces personnes qui se plaignent du comportement de Depardieu, on les entend pas sur la pédophilie. Pourtant dans le monde du cinéma, ça y va, hein. Toutes ces femmes, ces adolescentes stars dont on apprend, qu'en fait elles ont été violées, dès leur plus jeune âge par des réalisateurs. Ça par contre on les entend pas, hein, tous ces gauchistes là. Non, non, on aimerait bien les entendre sur ça, sur voilà la face cachée, du cinéma. Évidemment on les entendra pas parce elles savent très bien qu'elles risqueraient leur vie. C'est quand même plus simple de s'attaquer à Depardieu qui lui un peu s'en fout, lui, il est dans son monde, il a plus rien à prouver, mais voilà et en plus il ne fait même plus de films, je crois. Enfin, son dernier film, je ne sais même pas de quand ça date, mais voilà, sa carrière est terminée, hein. C'est quand même assez voilà, je trouve que c'est facile de s'attaquer à Depardieu quand il y a des sujets beaucoup plus graves dont elles ont connaissance et dont elles taisent, totalement les faits. Voilà, lui, peut-être a le malheur d'aimer les femmes. Voilà. Beaucoup dans le monde du cinéma aiment les enfants et les hommes, quand ils sont des hommes, donc peut-être que ce qui déplaît à la gauche, c'est que lui aime les femmes un peu trop, effectivement. Merci Maxime pour votre réponse et je finirai la rubrique actualité par une petite blague. Scipion a dit qu'on ne demande pas à un acteur d'être politologue et de faire de la politique. Effectivement, sinon cela donne Zelensky.
Je vais directement passer aux questions des auditeurs et je vois d'abord Léo qui lève la main. Bah, Léo, on va lui donner la parole. Alors Léo, hop, il vous faut appuyer sur le bouton bleu pour que nous puissions vous entendre. Oui, vous m'entendez? Oui, Est-ce que Allô, allô? ça marche? Oui, oui, vous m'entendez ou pas? oui, on On vous vous entend. entend. Euh, ben, je voulais revenir sur la remarque de Monsieur Leroy sur le conspirationnisme sioniste. Alors oui, on ne peut pas dire que chaque chose qui a lieu dans le monde est due aux sionistes, mais je pense que on peut avoir une analyse un peu plus profonde sur la chose et pas jeter tout de suite la pierre sur tous les gens qui ont une tendance à la conspiration sioniste. Euh, Parce que je pense que c'est une erreur de considérer que le sionisme, que les juifs seraient nos amis. D'ailleurs, J'ai absolument pas dit ça. oui, non, non, bien sûr, non, non, bien sûr, non, non, mais certes, certes. Et, juste pour revenir, par exemple, sur Depardieu, en fait, ce qu'on voit, c'est, par exemple, qui c'est qui a mené en premier la cabale contre lui? C'est une certaine Anouk Greenberg, qui a été relayée sur Twitter par une dame de France Inter qui s'appelle Madame Sonia Devillet, qui toutes les deux ont un point commun, qui est le même point commun que celui qu'a Alfred Naquet, qui a fait voter le divorce, qui est le même point commun qui est celui de Monsieur Neuwirth, qui a fait voter la pilule, qui est le même point commun que celui de Madame Simone Veil, qui a fait voter l'avortement qui fait tuer 200 000 enfants par an, 200 000 blancs par an dans le ventre de leur mère depuis 50 ans, ce qui fait 10 millions euh, d'enfants blancs qui sont pas nés, hein, voilà, dont on voit qui les remplace dans les rues. Euh, voilà, donc le conspirationnisme, oui et non. Je sais on a là Monsieur Sipo Salm qui a une très bonne plume dans le Barol, qui est très, voilà. Et j'invite à regarder T'attaque avec une virulence sans précédent à Monsieur Jérôme Bourbon, qui est excellent dans ses analyses et qui en fait a le tort de taper euh, comme Monsieur Vincent Renoir, qui est en prison depuis bientôt 2 ans, qui tape sur la clé de voûte du système, celui qui a fait voter l'immigration de masse, celui qui a fait voter l'avortement, etc. Donc quand on parle de conspirationnisme, etc., oui, effectivement, on ne peut pas dire que quelqu'un qui trébuche dans la rue, il y a un juif qui lui a mis un croche-patte, mais force est de constater que ces gens-là ont une paranoïa qui peut se comprendre. Donc, voilà, et puis, juste pour terminer, quand on regarde ce que Mme Greenberg attaque sur Depardieu, moi, je vois la haine atavique du sémite qui attaque en fait l'arien, parce que finalement, Depardieu, c'est quoi? C'est l'homme blanc hétérosexuel arien qui a du talent, qui est un bon vivant, voilà, qui est hétérosexuel, qui est un bon vivant, tout le talent à l'écran que tous ces juifs n'auront jamais, même avec tous les films, même avec tous les financements qu'ils ont, comme le dernier film de Monsieur Cohen là, qui est sorti, qui vante les mérites d'une femme qui devient amie avec un migrant. Enfin, je m'arrête là, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas jeter trop vite la pierre sur les gens qui ont une fâcheuse tendance à la paranoïa antisémite. Voilà. Et puis, dernière chose, moi, je fais un petit peu de pub. Ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller sur Démocratie Participative, qui est un site fort intéressant. Voilà. Je m'arrête là. Ouais, en fait, moi, Merci Léo. ce que je disais. Oui, Je excuse-moi. vais vous donner la parole, Maxime. Et Maxime, démocratie participative, je pense que tout le monde dans ce channel connaît, mais effectivement, découvrez si vous ne connaissez pas. Maxime, vous avez la parole. Oui, du coup, ce que je disais, c'était tout simplement qu'en fait, je dénonçais surtout ces gens qui sautent tout de suite sur l'occasion pour déverser leur théorie très farfelue, sans preuve. Surtout ça, en fait, c'est que bah, je pense que vous nous connaissez depuis quelques années. Vous savez très bien qu'au Parti de la France, nous ne sommes pas avares de critiques envers une certaine communauté, mais nous ne sommes pas non plus voilà, judéo-maniaques. Moi, ce qui m'agace profondément, c'est en fait, et d'ailleurs ce que je reproche à la démocratie participative vraiment, c'est que tout, euh, tout doit être la faute des juifs quasiment en fait. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que souvent, ce sont des gens qui essaient de déresponsabiliser. C'est-à-dire que c'est jamais notre faute, c'est jamais la faute des blancs, c'est jamais la faute
voilà, oui, du peuple français, c'est en fait toujours la faute des autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace parce que on ne s'en sortira uniquement qu'en se responsabilisant, qu'en qu'en ayant un travail sur nous-mêmes pour nous améliorer, jour après jour, pour nous cultiver dans les bonnes choses, en élevant, notre âme, notre esprit, en travaillant, à élever notre corps également. Et voilà, moi, ce qui m'agace dans tous ces gens qui voient des complots partout, c'est surtout, voilà, c'est la déresponsabilisation. C'est jamais notre faute. C'est que si c'est jamais de notre faute, on va jamais se battre pour, résister, à des gens qui effectivement complotent contre nous. Et en fait, c'est des gens, voilà, à force de dire qu'il y a des complots, qu'il y a un état profond, qui est ultra, fort, voilà, c'est en fait, les gens arrivent à la conclusion qu'en fait, on peut rien faire. On est impuissant. Et voilà, c'est beaucoup ce que je reproche, à ce genre de personnes, c'est voilà, des responsabilisations et puis de toujours de voir des complots tout le temps. Je suis désolé, mais un attentat, des fois, c'est tout simplement des fous. C'est tout simplement des musulmans qui veulent, tuer, des mécréants. Voilà. Il y a pas forcément le Mossad derrière, il y a pas forcément la DGSI, il y a pas forcément le FBI ou je ne sais quoi. Non, des fois, c'est juste des musulmans qui ont envie de tuer des mécréants. Il y a pas besoin de faire des complots, de d'écrire des livres sur ce genre de choses, d'essayer de trouver la petite bête. Non, des fois, c'est juste des gens qui ont envie de tuer des blancs. Voilà, c'est tout, point final. Voilà. C'est quand même pas compliqué à comprendre, voilà, je sais pas. Voilà, je sais pas ce qu'en Effectivement, pense, Scipion. Enfin, je le sais un petit peu, mais, je laisse la parole à je vais laisser Scipion. la parole à Scipion également. Mais oui, effectivement, hein, le contexte, c'était la tuerie de Prague, comme Maxime a dit, qu'il fallait pas avoir du conspirationnisme partout. Et effectivement, a priori, ouais, il n'y a pas vraiment de lien à faire entre la tuerie de Prague Ça et faisait cet état 5 profond. minutes, quoi. Oui, ça faisait même pas Ça 5 faisait 5 minutes. minutes, mais vraiment, ça faisait 5 minutes, quoi. Le mec, il parle d'OTAN et de sionisme. Non, mais il faut arrêter, quoi. Il faut C'est arrêter de donner rapide, du crédit l'analyse. à ces dégénérés, là. C'est n'importe Effectivement, quoi. il faut combattre ce sentiment d'impuissance. Scipion, Faut pas se lever donc bah, tard. Oui, vous avez la parole. justement, oui, oui, tout à fait. Alors, je vais repartir sur, me semble-t-il, l'essentiel, et ce qui est d'ailleurs au programme du PDF, le seul parti qui dit ça, il faut absolument abolir la loi Guesso. Hein, il n'y a qu'au PDF qu'on a ça. La loi Guesso, c'est la loi qui muselle la recherche historique, hein, notamment sur tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le parti de la France est absolument pour l'abrogation de la loi Guesso. Il faut que les historiens puissent travailler. Hein. On ne soutient pas des thèses rocambolesques ou absurdes. On dit simplement il faut laisser les historiens professionnels travailler, proposer des choses, et ces choses peuvent être vraies ou fausses. Hein. Bon, dans l'idéal, elles sont fondées sur des documents, des témoignages ou des documents critiquables et critiqués. Donc le PDF est pour la libération de la recherche, la libération de la parole authentique, hein, que ce soit la loi Guesso ou la loi Pleven avant, qui sous prétexte d'antiracisme interdit pratiquement de critiquer l'immigration de masse. Et comme on a évoqué le cadre noir, il faut dire qu'il est scandaleusement emprisonné en Écosse. Hein. Ça fait maintenant, si je n'abuse, plus d'un an. Et c'est pas du tout un dangereux terroriste ou un dangereux criminel. Il propose un certain nombre de choses sur l'histoire des années 40 en France et en Europe, mais il n'a jamais tué personne, il n'appelle pas au meurtre, et vraiment, il devrait être libéré. C'est vraiment l'univers de 1984, hein, cette dystopie, c'est les crimes contre la pensée. Hein, donc, c'est scandaleux d'être en prison pour crime de la pensée. Donc c'est arrivé à Vincent Renoir, y compris à l'étranger. Hein. Il pensait être tranquille en Grande-Bretagne parce qu'il n'y a pas l'équivalent de la loi Guesso en Grande-Bretagne, mais ils l'ont emprisonné quand même par solidarité avec la France, qui a absolument exigé son emprisonnement
et son transfert en France. Il est condamné à plusieurs années de prison. Et donc, ça est arrivé à Renoir, ça peut arriver demain à Jérôme Bourbon, et après Jérôme Bourbon, c'est clairement moi, ou là aussi, dans cet esprit de semi-dictature dans lequel on vit, il faut penser aussi à la dissolution d'Academia Christiana. C'est absolument scandaleux parce que c'est tout sauf des dangereux nationalistes révolutionnaires, c'est des catholiques conservateurs pieux. Donc, que ce soit les révisionnistes, les nationalistes ou même les catholiques conservateurs, on voit bien tout ce que la République maçonnique déteste. Et je suis pour la libération totale des prisonniers politiques, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et en accord avec le programme du Parti de la France de la parole. Ça ne veut pas dire pousser des cris de haine contre tout le monde ou pour n'importe quoi, mais ça veut dire simplement laisser les gens réfléchir librement et confronter leurs idées. Absolument, je n'ai rien à ajouter. Scipion a tout bien dit. Il a très très bien synthétisé. Est-ce qu'il y a une autre question qui souhaite se poser? Nous en avons Dimé qui est un militant du Parti de la France en Allemagne, un adhérent, pardon, un adhérent du Parti de la France en Allemagne et un fidèle auditeur. Dimé, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Alors, j'aurais une question et une remarque à la fin. Ma première question est que, alors moi, je suis pas du tout, enfin, je suis pas chrétien. Et je voudrais juste qu'on m'explique brièvement pourquoi il y a une hostilité entre les catholiques et les protestants. Ça m'intéresserait d'être au courant. Et par rapport à ma remarque, si je peux compléter ce qu'avait dit le camarade Maxime Roy, c'est par rapport à la communauté. Il avait même dit que le principal problème, c'était notre peuple, dans la mesure où en fait, tous ceux qui nous nuisent, en fait, ce ne sont que le reflet de nos propres faiblesses. Donc, c'était tout. Merci. Et c'est pour tout le monde. Et bah, sur la première question, on va avoir, il nous faudrait limite une émission entière, parce que là, c'est vrai que le rapport entre le catholicisme et le protestantisme, ça va être très long. Mais ça tombe bien parce que je crois que Scipion a fait un chapitre là-dessus, donc je vais laisser Scipion répondre en premier, et Maxime pourra compléter sur le protestantisme, et sur la deuxième question, je vous laisse faire comme vous l'entendez. Scipion, vous avez la parole. Alors pourquoi les catholiques et les protestants sont dans deux religions différentes? Oui, alors tout d'abord, je déplore que des chrétiens ne s'aiment pas. Ça, il faut le dire, que des gens qui se réclament tous du Christ, qui proposent un message de charité et d'amour pour faire simple, souvent, pas toujours, ne s'aiment pas entre eux. C'est assez triste, hein. Bon, je veux bien le constater, c'est d'autant plus triste à nos époques parfaitement athées, hein, que ce soit la France ou la République tchèque, c'est avec la Corée du Sud parmi les pays les plus athées du monde, avec 50% d'athées et 70% chez les jeunes. Donc les athées, c'est ceux qui nient totalement la possibilité de l'existence de Dieu ou de monde spirituel. C'est particulièrement radical comme approche, ou c'est celle de Michel Onfray dont on parlait tout à l'heure. Alors maintenant, pour en revenir à la rupture entre catholiques et protestants, c'est les protestants au XVIe siècle qui ont prétendu réformer le christianisme. Et réformer, ça veut dire dans l'approche de Luther, qui a inventé le protestantisme en 1517, donc c'est un moine allemand à l'origine, hein. Donc Luther, qui a inventé le protestantisme, c'est revenir au christianisme tel qu'il était pratiqué dans les premiers temps de l'Église, et ce christianisme qui, selon les protestants, aurait été corrompu par l'Église catholique quelque part entre le IVe siècle et le XVIe siècle, et plutôt dès le IVe siècle. Donc les protestants, ils refusent l'autorité du pape. Rappelons que c'était du temps où il y avait des bons papes, hein, au moins sur le plan théologique et doctrinal. Il faut quand même le rappeler à l'époque de François. Ils refusent la plupart des sacrements, puisque les catholiques ont 7 sacrements, c'est-à-dire les sacrements, c'est des moyens efficaces pour aider au salut, hein. Donc les protestants refusent les 7 sacrements. Les luthériens en admettent 3, et les calvinistes, puisque c'est le problème du protestantisme, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est que après le premier réformateur qui est Luther, il y a eu
une dizaine de réformateurs principaux et au fil des siècles, jusqu'à aujourd'hui, on a des milliers de réformateurs qui forment leur propre protestantisme, différent lui-même du luthérianisme. Mais en gros, le protestantisme donc ne croit pas la plupart des sacrements proposés par l'Église catholique et il pense que le protestant accède directement à la vérité religieuse, à la religion chrétienne voulue par Dieu en lisant la Bible. Pour le catholique, il y a des passages un peu obscurs ou compliqués dans la Bible, et de façon générale, le catholique a besoin de l'interprétation qu'en donne l'Église catholique, interprétation qui est dans ce que l'on appelle la tradition. Pour les sources de la religion chez les catholiques, il y a non seulement la Bible aussi, mais il y a ce qu'on appelle la tradition avec un T majuscule. Donc, au XVIe siècle, il y a eu cette divergence entre protestants et catholiques. Et malheureusement, à cette époque, ça aboutit à des guerres de religion, que ce soit en Allemagne ou sur une quarantaine d'années, dans les années 1560 à 1590 en France. Il y a eu des guerres de religion et des massacres réciproques absolument atroces. Et enfin, à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV a voulu convertir les protestants en France. Il s'y est pris de manière autoritaire et c'était pas la bonne méthode, puisque pour persuader des gens qu'une religion est meilleure que la leur, surtout le catholicisme et la compréhension du christianisme que propose le catholicisme, il faut y aller avec douceur et amour et pas par violence, ce qui a été parfois le cas. Pour être honnête, ça n'était pas systématiquement le cas, mais il y a eu parfois des actions violentes. Donc ça a créé un fossé de détestation réciproque entre catholiques et protestants au XVIIe siècle, poursuivi au XVIIIe siècle. Maintenant, au XIXe siècle, pour s'en contenter de la France, il y a eu deux branches du protestantisme. Le protestantisme conservateur, avec des figures comme Guizot, le grand ministre de Louis-Philippe, qui pense que face au défi de l'irreligion, en attendant l'athéisme pur et simple, les chrétiens conservateurs doivent s'entendre sur un socle de valeurs fondamentales, à savoir l'amour de la religion chrétienne en général, la défense de la famille et les bonnes mœurs, et les protestants libéraux qui, eux, ont gardé un fanatisme anticatholique tout en étant extrêmement souples dans leur approche des dogmes. Pour les protestants libéraux, c'est leur conscience qui les éclaire spontanément sur les vérités chrétiennes. Or, même les protestants conservateurs mettent en valeur le fait que sa conscience est souvent très souple en ce qui concerne sa propre conduite, ses propres attitudes, et ne saurait être absolue et infaillible. Ça, c'est l'approche des protestants libéraux. Et les protestants libéraux ont été, avec certains membres d'un autre groupe dont on a parlé pour le XXe siècle, en pointe de toutes les réformes sociétales. Il faut savoir que la propagande pour la contraception en France, c'était la maternité heureuse. Dans les années 1950, c'était le terme, la maternité heureuse. Et c'était des femmes protestantes libérales engagées. Donc le protestantisme libéral a participé du combat contre le catholicisme ou les traditions chrétiennes en France jusque très récemment, et je crois que ce n'est pas fini, mais je dirais attention, c'est le protestantisme libéral, ce n'est pas le protestantisme conservateur. Maintenant, à titre personnel, et je pense que Maxime aura une approche peut-être différente en toute amitié, à titre personnel, je serais pour une bonne entente entre catholiques conservateurs et protestants conservateurs, puisqu'on a des valeurs essentielles en commun face à une société complètement athée et corrompue. Enfin, ce n'est que ma vision des choses. Alors, tout à fait, je vais compléter un peu ces excellents propos de Scipion pour un peu parler des différences entre les protestants et les catholiques. Alors déjà, les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape et aussi, selon eux, juste leur foi leur suffit pour aller au paradis. Donc, en fait, ce qui leur permet un peu de faire n'importe quoi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on voit un peu souvent des protestants, voilà, couchés à gauche, à droite, notamment chez les footballeurs, sans aucune, gêne de leur part. En fait, ils estiment que voilà, juste croire en Dieu, aimer Dieu, ça leur suffit à aller au paradis. Donc ils n'ont pas besoin du coup de se confesser, contrairement aux catholiques.
Et donc il ne croit pas aussi au purgatoire. Donc le purgatoire, c'est cet endroit où, après le jugement personnel, on expie nos péchés. Si nous sommes morts sans être en état de grâce, et qu'on n'est pas non plus en état de péché mortel, parce que du coup, si on meurt en état de péché mortel, on va directement en enfer. Donc voilà, il ne croit pas au purgatoire. Après, il ne croit pas aussi en la transsubstantiation. Donc qu'est-ce que la transsubstantiation? Donc c'est ce principe sur lequel Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, dans l'hostie, donc sous les apparences du pain et du vin, donc il ne croit pas en la présence réelle du Christ. Il ne croit pas également, un des grands points, c'est qu'il ne croit pas également en l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. Donc c'est pareil, un dogme catholique selon lequel donc la Vierge Marie a été conçue sans péché et est restée sans péché. Donc voilà, c'est les grands points qui différencient les protestants des catholiques. Après, effectivement, il y a beaucoup il y a vraiment beaucoup de protestantisme, hein. On aime à dire qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. Il doit y avoir, je pense, 1000 églises protestantes dans le monde, hein. Je pense qu'il y en a peut-être même plus. En fait, à partir du moment où en fait, les protestants n'ont pas la tradition, ils ne reconnaissent que les Écritures, alors que dans le catholicisme, vous savez, dans le catholicisme, c'est les Saintes Écritures plus la tradition qui comprend en fait tout le magistère de l'Église, c'est-à-dire tous les textes des papes, par exemple aussi des textes de docteurs de l'Église. Et en fait, les protestants, eux, ne croient que aux Écritures saintes, sauf que, bah, prenez l'exemple, hein, 10 personnes lisent la Bible, 10 personnes vont comprendre des choses différentes. D'où le fait qu'il y ait autant de mouvements protestants. Donc voilà, c'est vraiment les grandes différences entre le protestantisme et le catholicisme. Merci beaucoup Maxime et Scipion pour vos réponses. Ah, effectivement, hein, ça a demandé du développement parce que c'est une question qui est très vaste. Peut-être pourquoi pas une émission là-dessus. En plus, je sais qu'il y a des révérends qui nous écoutent. Alors, vu l'heure, je propose dernière question de Léo. Léo qui a pris la main tout à l'heure, il va la reprendre maintenant. Donc Léo, vous avez la parole. Sur le, voilà, Ouais. voilà. Je reviens là parce qu'on parle du catholicisme. Moi aussi, je suis catholique baptisé de naissance. Je me demandais en fait, en ce moment, c'est vraiment compliqué en fait de trouver où est exactement l'Église. Là récemment, je veux pas relancer une discussion qui prend 20 ans, mais là récemment, le pape a acté la bénédiction des couples homosexuels qui avaient déjà lieu dans les pays comme la Belgique et l'Allemagne. Moi, j'ai entendu des discours de la fraternité Saint-Pédis, de la fraternité Saint-Pierre, des CD vacantistes. Et c'est vraiment difficile aujourd'hui dans l'Église catholique de faire son salut parce qu'en fait, chacun dit que les autres sont presque hérétiques, en fait, qu'ils ont tort. Donc moi, ma question, c'est ça. Oui, je suis d'accord, la messe tridentine me semble plus juste et plus vraie. Mais où est vraiment le salut? Est-ce que les CD vacantistes ont raison? Même eux sont divisés. Donc ça, ma question, où se situer quand on est catholique aujourd'hui avec tous les problèmes que ça implique? Voilà. Alors, je vais peut-être répondre en premier si ça te dérange pas, Scipion. Comme j'ai expliqué, le catholicisme, c'est les Écritures saintes plus la tradition. Et en fait, un catholique doit croire les dogmes. Et les dogmes sont définis extrêmement rarement. Donc on a un concept qui s'appelle l'infaillibilité pontificale, qui a été défini par le Concile Vatican I au XIXe siècle. Et en fait, c'est-à-dire que le pape ne peut pas se tromper en matière de foi et de mœurs ex cathedra. Ex cathedra, c'est-à-dire que il y a différentes règles à respecter. En fait, il faut vraiment avoir l'intention d'obliger à croire. Il faut vraiment, voilà, il faut qu'il y ait des canons anathémisants notamment. Et en fait, le dernier dogme catholique a été défini en 1950 avec l'Assomption. Donc, on pourrait très bien dire que on peut être catholique, mais ne pas forcément écouter le pape. En fait, on doit écouter le pape quand même, avec parce que c'est quand même l'autorité.
Cependant, on n'est pas forcément obligé de croire naïvement et bêtement tout ce qu'il dit, notamment tout ce qu'il dit dans un avion à des journalistes gauchistes. Enfin voilà, on s'en fout un peu. Enfin voilà, on peut l'écouter, on peut discerner ses propos. Cependant, on n'est pas obligé de croire. Comme je l'ai dit, le dernier dogme, c'est 1950. Voilà, on peut. Être catholique, c'est croire au dogme. Donc après, les dogmes n'ont pas changé depuis 1950. Alors effectivement, il y a eu des textes, depuis plusieurs décennies, il y a des textes qui semblent être en contradiction avec la tradition de l'Église, et notamment, donc là, oui, ce document du dicaster pour la doctrine de la foi, ce que j'appelle le dicaster pour la destruction de la foi, mais bon, qui donc ouvre la porte aux bénédictions pour les couples irréguliers, donc les couples irréguliers, donc les couples homosexuels, mais aussi des couples de divorcés remariés, par exemple, donc il y a plusieurs autres cas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une bénédiction, normalement, on fait une bénédiction à une personne. Donc on peut très bien, c'est même catholique de bénir un homosexuel qui voudrait, en fait, vraiment qui est en recherche de la vérité, qui voudrait s'améliorer, qui, pour qui son homosexualité est un mal, est une difficulté, quotidienne, à vivre. Donc on peut très bien, bénir un homosexuel pour lui donner justement des forces, lui donner des grâces afin qu'il s'améliore. Le problème dans ce texte, c'est qu'on bénit des couples, on bénit une union. C'est qu'en fait, traditionnellement, l'Église catholique dit depuis des siècles qu'on ne peut pas bénir le péché. Et ça qu'une union homosexuelle est voilà, intrinsèquement perverse, intrinsèquement désordonnée, parce que une union, c'est un homme et une femme, parce que bah, un homme et une femme qui s'accouplent, ça peut potentiellement donner la vie. Deux hommes, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne donnera jamais rien. Deux femmes non plus. Donc c'est désordonné. Et on ne peut pas bénir le péché, on ne peut pas bénir le mal, on ne peut pas bénir le faux. C'est vraiment le souci principal de ce texte. C'est pas forcément les bénédictions d'homosexuels, c'est la bénédiction de l'union. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu un propos du cardinal Müller, qui est un très très bon cardinal, ancien, donc c'est un préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc il était ancien préfet, qui a dit: «Les bénédictions pour les couples homosexuels sont blasphématoires». Donc je pense qu'après ces propos, il va se faire taper dessus par le pape et toute la curie romaine, mais c'est effectivement vrai. Pour moi, c'est blasphématoire parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas bénir le péché, et si, certains catholiques ou pseudo-catholiques voudraient, bénir des unions homosexuelles, pour moi, c'est un manque de foi criant et c'est effectivement un blasphème. Je laisse Scipion, développer davantage. Oui, donc pour dire mon approche, et je comprends le problème très concret qui se pose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être chrétien tout seul face à la perpétuité normale devant les autorités officielles de Rome qui disent des extravagances de plus en plus graves depuis quelques décennies. On cherche à vivre sa foi catholique en communauté au sens de communauté de croyants, et on se demande où aller. Donc ça, c'est une vraie question que je conçois parfaitement. Et c'est encore plus compliqué si on est à la campagne, loin de tout et des lieux de messe traditionnels. Mais si on a la chance d'être dans une grande ville, en général, on trouve des offres, je dirais des offres de messe en latin dites de Saint Pie V ou tridentines. J'insiste là-dessus, on a un culte décent, et en général, quand on a un culte décent, priant, on a aussi un bon message religieux qui va avec, un message religieux qui est conforme au dogme de l'Église catholique, comme a rappelé l'ami Maxime, et qui aide le chrétien à vivre dans une époque compliquée. C'est très vrai, si on est tout simplement, en tant que chrétien ou même honnête homme, pour la défense des bonnes mœurs, on peut être accusé d'homophobie maintenant. Comme ils disent, il y a des lois qui considèrent que c'est un délit. Ce genre de propos qui s'appuient tout simplement sur la Bible.
hein. C'est dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, hein, chapitre 18 et 20, où on évoque l'homosexualité, ou dans Saint Paul, qui a ce mot terrible, les épîtres de Saint Paul, ces gens-là sont loin de Dieu, hein. Il fait des discours sobres là-dessus, Saint Paul, il ne s'étend pas en longueur, et il dit ces gens-là sont loin de Dieu, ce qui est terrible et ce qui pousse à s'inquiéter en toute charité pour le salut éternel. Donc si on aime les gens qui sont dans des péchés graves, que ce soit donc le vagabondage sexuel, même de sexualité classique, on a évoqué Depardieu, ou que ce soit des mœurs beaucoup plus fantaisistes, la vraie charité consiste à rappeler que ces comportements, hélas, éloignent de Dieu, et s'éloigner de Dieu, ça compromet son salut éternel. Donc c'est grave et il faut suivre, je dirais, des bons prêtres que l'on trouve à la Fraternité Saint-Pierre ou à la Fraternité Saint-Pédis. Donc j'insiste, des Et messages d'autres. religieux sérieux, oui, mais je dis les principaux et accessibles en France, hein, c'est pas une exclusivité, il y a le Christ roi aussi. Tout à fait. Et maintenant, juste une chose, c'est qu'il faut, j'ai tendance à éviter aussi les prêches apocalyptiques sur la fin du monde, hein, ce qui arrive parfois. Nous vivons une époque abominable, c'est entendu, mais il y a toujours eu des marginaux aux marges de l'Église qui ont dit que c'était la fin des temps depuis les origines. Et d'ailleurs, Saint Jean essaye de les calmer. Les premiers chrétiens, on disait que ce disciple aimé de Jésus ne mourrait pas avant la fin des temps. Et il dit en substance que ce n'est pas vrai. Donc on voit à la fin de l'évangile de Saint Jean. Donc tout ça pour dire oui, il faut être très ferme dans la foi, il faut être très ferme dans la morale et la foi vécue, la foi véritable, elle inspire la morale. Hein. C'est pas des comportements sortis de rien, un conformisme venu d'un autre temps. C'est quand on a la vraie foi chrétienne authentique, et on serait tenté de dire donc catholique, on a un comportement moral traditionnel, autant qu'on peut. Hein. Les hommes sont pécheurs, hein, je ne prétends pas être au-dessus des tentations, encore qu'il y a l'aspect très concret à la quarantaine, c'est que les tentations sont beaucoup plus rares. Hein, c'est pas que je l'ai souhaité, mais enfin, c'est une vérité. Donc tout ça pour dire que oui, nous sommes pécheurs, mais nous devons tous essayer de bien nous comporter. Le catholique est tenu d'aller à la messe tous les dimanches, hein, dans toute la mesure du possible, alors que le protestant peut à la limite vivre sa religion tout seul avec la Bible. Je dis pas que c'est un idéal même pour eux, mais enfin, à la limite ils peuvent le faire. Tandis que le catholique, non, il doit vivre sa foi en communauté. Et je dirais que c'est aussi une vérité humaine. Hein. L'Église, c'est un mot de Jean-Paul II dont je ne suis pas un admirateur, mais là-dessus il a raison. L'Église est experte en humanité, c'est-à-dire l'Église sait comment est l'homme. Et l'homme est un animal social, animal au sens d'être vivant, hein, comme disait Aristote. Donc il faut absolument pas être tout seul, il faut être en communauté avec des gens proches. Et j'insiste sur des fraternités catholiques conservatrices avec la messe en latin. Et ça fait vraiment du bien de rencontrer des gens relativement proches, qui sont attachés aux bonnes mœurs, souvent attachés aussi à la France. Bon, alors après, pour les convaincre d'adhérer au parti de la France, c'est pas toujours facile, mais enfin, en général, on a des vérités naturelles et certaine fraîcheur dans un monde hostile, puisqu'on est bien obligé de travailler et il faut tout simplement se taire. On est comme dans l'URSS des années 30, si on est un chrétien convaincu, il faut se taire sous peine de persécution. Donc c'est pas encore le goulag, c'est pas encore la peine de mort, mais on risque vraiment de gros ennuis. Donc voici, hein, il suffit de chercher, maintenant c'est sur Internet, hein, dans les années 80-90, c'était plus difficile, hein, parce que des fois l'annuaire faisait des censures pour les lieux de messe de la Fraternité Saint-Pédis. Donc aller à la Fraternité Saint-Pédis ou la Fraternité Saint-Pierre ou le Christ roi, ce sont des fraternités sérieuses et à mon sens pas exaltées. Après, il y a encore des nuances hein, entre elles, bien évidemment, mais là, si vous êtes passionné, ces différentes fraternités ont des sites où elles expliquent leur positionnement. Et n'hésitez pas à poser d'ailleurs des questions hein, sur les sites, il y a une rubrique aux questions, et les prêtres expliqueront exactement leur positionnement. Voilà en 2 mots, même si j'ai l'impression d'avoir dit une tirade, ce que j'en pense.
Oui, et du coup, tout à l'heure, je parlais d'un site internet donc, qui répertoriait les messes tridentines. Donc, je vais les rappeler, c'est amdg.asso.fr. Et en fait, très rapidement, en arrivant sur le site, on peut sélectionner son numéro de département. Et il y aura en fait une liste de toutes les messes dans ce département, avec des liens, avec les horaires des messes, évidemment l'adresse, le célébrant et différents renseignements. Donc c'est vraiment très, très pratique pour trouver, des messes. Moi, notamment, j'utilise ce site, notamment, quand je pars en vacances. Je m'assure toujours le samedi soir de loger, pas loin d'une messe tridentine. Et du coup, le site de donc la Porte Latine, le site de la Fraternité Saint-Pie X. Et je voulais aussi rajouter que en début d'émission, on parlait de communauté. Alexandre me posait la question de la communauté. Et en fait, c'est vrai que pour moi, si vous voulez trouver une communauté, de gens qui pensent comme vous, en fait, le plus simple, c'est d'aller à une messe tridentine, hein. Vraiment, vous trouverez, une communauté, très souvent soudée, qui pense vraiment souvent très, très bien. Peut-être à part quelques exceptions, mais c'est quand même très, très rare. Voilà, moi en tant que converti, donc il y a environ 4 ans, moi quand je suis arrivé dans 2 paroisses, catholiques traditionnalistes, je me suis senti, comme chez moi en fait. Alors que j'étais pas vraiment, le profil type, à l'époque en tout cas. Et j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels et des gens qui sont maintenant des très, très bons amis. Vraiment des gens sur qui je sais qu'on peut compter. Des gens, voilà, d'une haute valeur morale. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer, ce genre de personnes. Voilà, on a tendance à beaucoup voir le mal un peu partout autour de nous, hein, des informations négatives et c'est vrai que rencontrer des gens qui sont heureux d'aller à la messe le dimanche, et de discuter après la messe, de tout et de rien, avec le sourire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Maxime et Scipion pour vos réponses pertinentes. Merci à Léo et Midé Demi. Mais Dimé, j'avais bien raison la première fois. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Oui, merci Dimé et Léo pour vos questions pertinentes. J'ai été ravi de faire cette émission avec vous ce soir, l'avant-dernière de l'année, la dernière avant Noël. Adhérez au Parti de la France si ce n'est pas encore déjà fait. Profitez-en, rappelez-vous que c'est 66% de déduction d'impôts, donc n'hésitez pas à nous faire des petits dons. En plus, on a un site qui est tout propre, qui est tout neuf pour recevoir les dons, qui a été fait par mon adjoint. Et voilà, des reparties de la France, partagez l'émission autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bistrot de Noël. Alors, qu'est-ce qui va se passer, bistrot de Noël? Bah, soyez là la semaine prochaine pour le découvrir. Normalement, ce sera le vendredi de la semaine prochaine, le soir. Et la rediffusion de cette émission, ce sera samedi après-midi et lundi après-midi. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos canaux Telegram préférés ou à vos amis sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Scipion, merci beaucoup Maxime. Bonne soirée à vous et bonne fin de semaine. Merci à toi et Et passez joyeux de Noël, très évidemment. joyeux un très joyeux Noël, effectivement et n'oubliez pas la messe de minuit. Absolument. À la maison. Merci Alexandre, joyeux Noël à tous.